Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Aujourd'hui pour ce 228e épisode de Bienvenue dans ma save room, je vais vous parler d'infos et de rumeurs sur Resident Evil. Donc pour aujourd'hui il n'y aura que des infos sur Resident Evil Welcome to Raccoon City, donc bienvenue à Raccoon City. Donc surtout des interviews de Johannes Robert, voilà où il dévoile quelques trucs. Donc voilà, il y a certains trucs, normalement c'est pas vraiment spoiler parce que voilà, ça a vraiment tourné de partout, mais bon voilà, il y a des implications ou non de personnages, présents ou non du coup, et qui expliquent pourquoi. Voilà, donc si au cas où voilà, vous voulez garder quand même la surprise d'espérer certains personnages, bah ne regardez pas, mais sinon si vraiment voilà, le film, bon, vous avez envie de savoir s'il y a des personnages à l'avance, s'ils y seront ou pas, et pourquoi, ou voilà, bah n'hésitez pas à continuer la vidéo. Mais avant de vous parler de ces infos sur Resident Evil Welcome to Raccoon City, je vais faire un petit instant promo comme je fais à mon habitude. Donc pour commencer, bah, comme je fais à mon habitude, il y a eu cette semaine 2 épisodes de Anjka Live. Donc voilà, encore des épisodes test, dont un des deux a été en vrai live, mais du coup non répertorié, voilà, parce que je voulais quand même faire des tests avant. Donc il y a eu un Anjka Live avec l'ami Vermouth, Omar, et un second live avec l'ami Raptar, qui celui-là est vraiment le live non répertorié, donc du coup vous voyez un peu l'écran qu'il y aura du coup pour les lives, notamment avec la petite partie chat en bas à droite. Alors là ça doit être votre gauche, donc en bas à droite ça doit être là. Voilà, donc si ça vous intéresse, on a des petits préavis sur Welcome to Raccoon City encore. Il reste encore un Anjka Live préavis qui sortira cette semaine, qui est ultra long, 4h30, avec l'ami Ridus. Donc voilà, ce sera le dernier, parce que du coup voilà, le film on arrive à la sortie, donc du coup voilà, ça ne sert à rien de faire des préavis après la sortie du film. Ensuite, Carole Quinten continue son format de RE Mag, donc du coup qui est comme ce format là, donc voilà, pour parler d'infos et rumeurs sur Resident Evil. Alors voilà, comme je vous l'ai dit, c'est un format très intéressant que je continue à faire la promo, tout ça. Elle a notamment eu une information que moi j'ai pas eu, donc voilà, je vous renvoie vers sa vidéo si ça vous intéresse, concernant du Resident Evil 9. Voilà, une petite interview où ils évoquent un peu du Resident Evil 9. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien de son RE Mag en description pour aller voir. Alors normalement je crois pas qu'elle mette les timecodes, faudrait que voilà, lui a susurré l'idée, je crois qu'on dit, pour voilà, chuter. Faudra voir pour lui conseiller l'idée de mettre des timecodes un peu comme je fais moi, ça aurait été sympa pour ceux qui veulent juste la petite annonce comme ils veulent. Donc voilà, si ça vous intéresse, allez voir cette vidéo, mais normalement je crois que c'est vers la fin qu'elle en parle. Voilà. Ensuite, Thalis Moore continue son let's play sur Resident Evil 2 Remake, la campagne Claire B. Voilà. Et la chaîne YouTube de ResidentEvilFR.com ont fait une vidéo sur le Barry's Mode. Voilà. Donc c'est tout ce que j'avais pour cet instant promo pour cette semaine. Donc là on est le vendredi, donc il y a peut-être eu des choses qui sont sorties entre le vendredi et le dimanche. Donc voilà, je m'avance pas, peut-être que j'en parlerai la semaine prochaine, c'est vraiment intéressant. Mais voilà, donc c'est la fin de cet instant promo, donc là nous allons passer du coup aux infos sur Resident Evil Welcome to Raccoon City, du coup que j'aurai pour aujourd'hui. On y va. Les infos Resident Evil Welcome to Raccoon City du coup que j'aurai pour aujourd'hui, donc c'est surtout comme je vous ai dit des interviews de Johannes Roberts. Il y a une petite info qui vient de l'actrice Lauren Bill, W, voilà, je sais pas sur le W si vous dire quelque chose, mais bon voilà, Lauren Bill on va dire, et notamment concernant les musiques du film. Donc concernant les interviews de Johannes Roberts, donc les premières viennent du magazine Mad Movies qui est sorti cette semaine en France, donc ce mercredi 10 octobre. Voilà, donc il y a un magazine qui est sorti, Mad Movies, où il y a 4 pages, donc ça fait du coup des recto verso, donc ça fait 9 pages, parce que voilà, il y a du recto verso, et puis la dernière c'est une page simple.
Donc du recto verso sur Mad Movies où voilà, Jon Tropers a parlé, donc je vous parle pas de tout ce qu'il a dit. Il y a des petites coupures dans les questions-réponses qu'il a dit et tout, et puis il y a les 2 dernières pages, j'en ai pas du tout parlé parce que voilà, je garde quand même la surprise. Il y a des passages un peu spoilers, et en plus bah voilà, peut-être que ça peut vous inciter à acheter le magazine si vous voulez en apprendre un peu plus sur le film. Donc pour commencer, il a dit notamment dans les précédents Resident Evil, on voyait régulièrement 6 ou 7 chiens lancés simultanément aux trousses de l'héroïne. Mais pour moi, il ne peut y avoir qu'un, sinon il perd tout son sens. Donc là, ce qu'il veut dire, c'est que bah, il est vrai que quand on regarde les films de Anderson, quand il y a des chiens ou des zombies, ou des créatures, sont en général plusieurs. Sauf dans le premier, par exemple, le liqueur est seul. Lui, ce que j'ai dit Jon Tropers, en fait, c'est que bah, s'il y a plusieurs créatures, bah, la peur peut venir notamment que du coup il y a plusieurs créatures et pas qu'il y a une seule qui fasse peur. Donc lui, c'est pour ça que par exemple, on voit dans les trailers qu'il n'y a qu'un seul liqueur dans le couloir, parce qu'en fait, du coup, on comprend que le personnage n'a pas peur parce qu'il y a beaucoup d'ennemis qui l'attaquent, mais parce qu'il y en a une seule qui est dégueulasse et qui fait peur. Donc c'est ça, en fait. Du coup, pour ceux qui espéraient potentiellement plusieurs liqueurs dans le film, de ce qu'on comprend là, il a l'air quand même de dire qu'il y aura potentiellement qu'un seul liqueur. Les chiens dans le parking, pour le moment, on a l'air d'en avoir vu qu'un. Donc voilà, la plupart des créatures ont l'air des chiens notamment et des liqueurs, il y en aura potentiellement un seul par lieu, pour vraiment voilà, marquer cet aspect de peur là. Mais bon, après, quand on regarde par exemple dans les jeux, quand on arrive dans le parking avec Léon, alors en premier il n'y a qu'un seul chien, mais après quand on y revient, il y en a 3 je crois, donc voilà, quand même dans les jeux ils arrivent à mettre plusieurs créatures au même endroit. Voilà, donc, mais après c'est son choix à lui, il dit que voilà, il préfère quand même une seule créature qui fasse peur parce qu'elle fait peur, que plusieurs créatures qu'on peut croire que c'est juste la peur du nombre qui fasse peur. Je sais pas si j'étais clair. Ensuite, il a dit qu'il était un spectateur de la vieille école. Je préférerais toujours les maquillages et les animatroniques, mais aujourd'hui c'est malheureusement devenu compliqué d'utiliser ces techniques. Bah, il est vrai que les animatroniques et tout ce qui est maquillage, après le maquillage ça se fait toujours, je pense pas que notamment son zombie qui tourne la tête ça soit du CGI, ça a vraiment d'être du maquillage, donc niveau maquillage, voilà on y est toujours, mais c'est vrai que niveau CGI, niveau animatronique maintenant c'est plus des CGI qui sont utilisés. Après le CGI ça permet notamment de mélanger un acteur avec une forme bizarre. Ce qu'il a fait du coup pour Jay Birkin, voilà, il avait pas des prothèses à proprement parler, il avait la combinaison un peu bleue verte pour du coup après rajouter numériquement en CGI le bras mutant et tout est quanti. Donc là j'ai relevé cette phrase là parce que bah, je me dis qu'il parle de ça, mais pour le chien zombie il l'a fait en CGI, alors qu'Anderson faisait des chiens maquillés. Donc je comprends pas pourquoi il dit cela. Alors pour Birkin, je veux bien admettre voilà, que ça aurait été compliqué de faire un animatronique, mais pour le chien zombie, voilà, le faire en maquillage, parce que le chien en CGI qu'on voit dans les scènes du parking, personnellement, c'est mon avis à moi, j'aime pas du tout. Il est moche, il fait pas réaliste, quoi. Il fait RNG, mais il fait pas réaliste. Après voilà, vous pouvez suivre mon avis dans les HK Live, parce qu'à chaque fois que la personne revenait dessus, bah voilà, j'en revenais dessus moi aussi en même temps. Donc voilà, je vais pas plus augmenter là mon truc, mais voilà, tu peux pas... Il y a quand même quelque chose qui se contredit dans son truc. Tu peux privilégier les maquillages pour les chiens aussi, notamment. Anderson le faisait. Voilà. Ensuite, donc là, du coup, c'est plus une session de questions-réponses que je vais vous donner là. Alors, il y a 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, il y en a 5. Donc, la première question. Comment vous êtes-vous retrouvé sur cette nouvelle adaptation de Resident Evil? Donc sa réponse. Après la sortie du 6e long métrage, les producteurs ont exploré plusieurs pistes. Ils ont développé une version télévisée, qui n'a rien à voir avec la série d'animation diffusée cette année sur Netflix. Ils ont aussi développé une adaptation cinéma du jeu Resident Evil 7. Quand je suis arrivé, ils m'ont donné le script de la série, et ça ressemblait beaucoup au film de Paul W.S. Anderson et Mila Jovovich.
Donc, les rumeurs d'une série voilà, avaient été évoquées plusieurs temps, avant qu'on ait l'année dernière l'officialisation de la série avec les deux filles Wesker, mais du coup, à la base, ils devaient faire une série, selon les dires de Jones Roberts, qui se rapprochait plus des films d'Anderson. Alors, dans quel sens? Je pense que via la suite, que je vais vous dire dans quelques instants, c'est plus dans le sens action. Donc, voilà, ça n'a pas du tout intéressé Robert sur le coup, mais bon, voilà. Il pensait déjà à faire une série il y a quelques années liée à Resident Evil. Et il pensait même du coup à faire une adaptation au cinéma de Resident Evil 7. Et ça, du coup, on en avait entendu parler avec notamment, c'était au moment où ils évoquaient James Wan. Donc la suite de sa réponse, je crois qu'ils savaient que leur script ne fonctionnait pas vraiment. Donc on a beaucoup discuté. À peu près au même moment, Capcom était en train de refaire Resident Evil 2. Le remake n'était pas sorti, mais c'était imminent. Ça nous a donné envie de nous repencher sur les jeux d'origine et de faire ce qui, peut-être, aurait dû être fait au départ. En tirer un vrai film d'horreur. Donc c'est ce que je vous disais avant. Voilà, Constantin Film déjà doutait du script de leur série et Jones Roberts en quelque sorte leur a confirmé que voilà ça sentait pas bon. Et du coup, voilà, ils ont parlé ensemble et tout, et puis ils ont suivi que Capcom, voilà, travaillé sur le remake du Resident Evil 2, sur le remake de Resident Evil 2. Donc ils ont discuté ensemble, tutti quanti, et c'est là que leur est venue l'idée, voilà, de faire un film, du coup, plus proche des jeux, et notamment des jeux originaux. Ce qui est logique quand tu veux commencer une saga, c'est que tu commences pas par le 7. Voilà, j'ai pas compris pourquoi Constantin Film voulait déjà commencer à faire un film sur le 7, sans faire les précédents. Leur logique m'étonnera toujours. Mais bon voilà, ils se sont dit autant recommencer la licence de zéro et repartir du coup sur les épisodes d'origine pour commencer vraiment voilà, comme ils le mettent vraiment dans les trailers, découvrir les origines du mal. Voilà, et ce qui est pas une mauvaise idée en soi. Et voilà, donc ce que voulait Jones Roberts et du coup Constantin Film, après en avoir discuté, c'est qu'il voulait plus un film qui se rapproche plutôt dans les tons horreur que les tons action. Ensuite, la seconde question, donc, êtes-vous un joueur? Jones Roberts répond, oui, mais pas un joueur old school. J'ai grandi avec les jeux, mais j'étais plutôt le type qui regardait par-dessus l'épaule d'un autre joueur. Donc, là, en gros, ce qu'il veut dire par là, c'est que, bon, c'est très compréhensible, mais bon, voilà, vu qu'il y a une petite pause entre les deux, c'est que il n'était pas à proprement parler en train de jouer au jeu, mais il regardait quand même, voilà, il s'intéressait un minimum aux jeux vidéo en regardant par-dessus l'épaule de quelqu'un qui jouait. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il est plus attiré par les remakes, par le remake du 2 notamment, que par les originaux. Je suis vraiment devenu un gamer il y a 7 ou 8 ans avec The Last of Us. Ce jeu a complètement changé la donne. En particulier, The Last of Us 2. Donc, là j'ai pas grand chose à dire, personnellement les The Last of Us j'ai pas fait, j'ai commencé à jouer au premier mais j'ai pas du tout aimé, c'est pas du tout, voilà, j'ai pas, donc je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose qu'il a commencé avec ces jeux-là. Mais voilà, en général, je dis bien en général, j'en entends que du bien de ces deux jeux, donc voilà. Donc il est pas un gamer de base, mais il a commencé à 7-8 ans, donc là cette année il a 45 ans, donc il a commencé à 38 ans à vraiment s'intéresser au jeu. Voilà. Et ensuite, quelques temps après dans sa réponse, il dit « Et donc, en développant mon film, j'ai pu me plonger dans le remake de Resident Evil 2, que j'ai adoré de bout en bout. C'est vraiment cette ambiance que je voulais pour le long métrage. » Donc, il a pu devenir gamer entre temps, et du coup, pendant qu'il écrivait le film, il y a eu la sortie de Resident Evil 2 Remake, qui a déjà été à la base l'inspiration de vouloir partir sur les jeux originaux, donc il s'est dit, voilà, maintenant je peux jouer aux jeux vidéo, j'aurais pu partir sur l'épaule de quelqu'un, donc je vais faire le jeu moi-même. Et du coup, il a adoré quand même l'ambiance qu'il y avait dans le 2 Remake, tutti quanti, donc du coup, voilà, il s'est dit, juste cette ambiance-là. Et il dit que l'ambiance, alors je l'ai pas marqué, est-ce qu'il le dit après? Non, mais il dit que l'ambiance, en fait, il l'a retrouvé qui était très proche quand même du film Assaut de John Carpenter, et qui est vraiment un de ses films préférés, et du coup, voilà, de retrouver cette ambiance-là, il s'est dit, voilà, j'aime Assaut, j'aime l'ambiance qu'il y a dans Resident Evil 2 Remake, donc voilà, je veux que mon film ait cette ambiance-là. Donc c'est plutôt, pour moi, une bonne chose, parce que j'aime plutôt bien l'ambiance qu'il y a dans Resident Evil 2 Remake. Après cela n'est que mon avis.
la troisième question. Il y a aussi l'idée que tout se déroule une durée très limitée, en une nuit. Cette temporalité très particulière, que vous appuyez par un compte à rebours régulier, rappelle The Thing, Fog, Halloween ou encore Assaut. Il y a également une atmosphère à la Stephen King. Raccoon City décrite comme une microcosme ou ère des personnages très kingsiens. Ça pourrait arriver dans le Maine. John Roberts répond: j'ai approché Raccoon City comme si c'était Derry, donc une ville fictive créée par Stephen King, notamment dans ça. C'est une petite ville vieillissante qui cache des secrets inavouables. Quand Claire arrive en ville, on voit les habitants jeter des petits coups d'œil à travers le rideau. Ça ne vient pas des jeux, mais de Stephen King. Bien sûr, je voulais avant tout adapter les 2 premiers jeux, mais combiner leurs narrations respectives a été un immense défi. Donc là déjà on apprend dans la question que le film sera parsemé d'un espèce de petit compte à rebours. Donc je pense que c'est le système un peu d'heures comme il y avait notamment dans les Resident Evil Archive, on voit les heures de Resident Evil 2 voilà, qui défilent dans l'archive. Si vous vous intéressez, voilà, j'ai fait une vidéo sur la Resident Evil Archive, donc c'est l'inventaire sur Resident Evil Archive numéro 1, et voilà je vous montre les pages de Resident Evil 2 où on voit du coup le timer à chaque fois à quelle heure se passe chaque événement. Donc voilà, il a voulu retranscrire un peu ça, donc de temps en temps voilà, on aura une vue en gros de Raccoon City avec un timer pour nous situer un peu dans la chronologie. Donc il dit clairement que, voilà, qu'il s'est beaucoup inspiré de Stephen King, et notamment pour la création de Raccoon City. Donc voilà, il s'est inspiré pour faire une petite ville vieillissante qui cache plein de secrets, notamment la ville de Derry. Alors je n'ai pas vu les films de Stephen King, notamment ça, mais voilà, j'ai essayé de me renseigner un peu sur Derry, et c'est une ville voilà, fictive créée par Stephen King, où se passent les événements de ça, et je crois un autre de ses films. Mais voilà, normalement de ce que j'ai compris, ils n'ont aucun lien entre eux, mais voilà, c'est sa petite ville fictive où se passent les choses dont il a envie. En gros. Et du coup, bah, voilà, il y a un petit passage où on voit où les habitants jettent des petits coups d'œil derrière les rideaux, et puis hop, ils se cachent derrière, voilà, qui sont un peu effrayés et tout. Pourquoi pas? Mais sa dernière phrase, donc quand il dit, voilà, combiner les narrations de Resident Evil 1 et Resident Evil 2 a été un immense défi. Bah pourquoi avoir fait ça en fait? Tu pouvais clairement faire 0-1, puis 2-3. T'aurais eu pas de complications là, hein. Absolument pas. T'aurais fait du 0, puis après du 1, voilà, on aurait suivi la chronologie, puis après tu aurais fait du 2 et du 3, les deux qui s'enchevêtrent, on parle pas de la moissonneuse qui vient de passer. Donc l'histoire du deuxième film aurait commencé avec du Resident Evil 3 avec Jill, voilà, le 28 septembre, hop, elle tombe dans cette espèce de coma. Ensuite, Claire et Léon arrivent en ville, ils font leurs petites aventures, hop, ils partent, et à ce moment-là, Jill se réveille le soir, et pouf, tu te retrouves avec 2 films qui suivent plus ou moins la chronologie, et qui n'est pas un immense défi à adapter dans la narration. Parce que le 0 et le 1 se suivent, et le 2 et le 3 se suivent. Les 2, 1 et 2 se passent dans le même temps. Dans le même temps, vous voyez ce que je veux dire, hein. Voilà, dans le même temps. Et 2 et 3 se passent dans le même temps aussi. Alors que 1 et 2 ne se passent pas du tout dans le même temps, il y a 2 mois d'écart. Donc, je veux bien admettre que c'est un immense défi, mais bon voilà, il faut pas non plus essayer de se dire « Ah, c'est un immense défi, je suis fier de moi, machin comme ça. » Voilà, il y avait quelque chose de plus simple à faire. Si t'as envie de te compliquer la vie, bah c'est ton problème quoi, pas le nôtre. Voilà. Ensuite, la 4ème question. Alors c'est pas vraiment une question, il n'y a pas de d'interrogation. On trouve même dans votre film des éléments de Resident Evil 3. Et là il répond oui. Et il y a aussi des éléments de Code Veronica. En tant que scénariste, quand on pitch ce genre de projet au studio, ça semble couler de source. Mais une fois qu'on doit passer à l'écriture, c'est un peu la panique. Avant de rédiger le script, j'ai revu Assaut pour la 1000e fois, et je me suis dit, ok, c'est ce que je vais faire. C'était mon point d'ancrage. Donc, on apprend du coup qu'il y aura des références à des choses liées à Resident Evil 3 et à Code Veronica dans le film. Alors Code Veronica, on peut supposer du coup les deux enfants Ashford, donc Alexia et Alfred. Donc ça, voilà, on l'a vu dans la bande-annonce. Par contre, du Resident Evil 3... je vois pas ce qu'on pourrait avoir, parce que techniquement du Nemesis, je ne veux pas le voir dans le film, parce que 1h46 de film, non.
il va être bâché, ou ça va être un vieux caméo, ou un truc comme ça, donc non, Nemesis, je le veux pas. Mais qu'est-ce qu'on pourrait rajouter d'autre? Potentiellement, ce qui pourrait mettre Resident Evil 3 dans le film, c'est Umbrella qui essaie de gérer un peu la ville. Alors, l'UBCS n'a pas l'air d'être dans la ville, mais il y a l'air d'avoir des équipes d'Umbrella dans la ville, donc voilà, ça peut faire le côté un peu Umbrella de l'UBCS. Peut-être que l'espèce de soldats noirs d'Umbrella vont dire allez dans le métro, vous mettre en sécurité, c'est là où on fait une base. Donc voilà, ça fera un lien avec Resident Evil 3 en quelque sorte. Voilà, c'est pas ouf. Mais si les gens ont quand même noté des éléments de Resident Evil 3 dans le film, c'est que je pense qu'ils doivent être quand même assez visibles. Donc à voir. Et du coup, il redit voilà, que Asso a été une de ses sources, notamment pour l'ambiance, et puis un point d'ancrage de, voilà, il veut vraiment que le film ait des connotations avec Asso. Et un peu plus loin, il dit, et j'ai pris la décision de dépeindre Raccoon City comme l'aurait fait King. Voilà, mais ça je vous en ai parlé juste avant, donc il leur dit encore une fois que voilà, Raccoon City voulait vraiment que ça ressemble à, comme quelque chose qui sortait de la tête de Stephen King. Ensuite, question suivante, qui n'est pas là aussi encore une question. Au fil de la narration, vous utilisez régulièrement un plan d'ensemble aérien de Raccoon City. Grâce à lui, on comprend non seulement la géographie de la ville, mais il s'en dégage aussi une impression d'environnement très contenu. C'est un petit monde. Sa réponse: j'ai été beaucoup influencé, je sais que ça peut paraître étrange, par Voyage au bout de l'enfer, un film sorti en 1978, si j'ai pas fait de bêtises, ou 76, je vous marquerai la date exacte. Mais je crois que... Alors là j'ai marqué 78, mais je crois que dans mes recherches pour mon dossier Resident Evil, je crois que j'ai trouvé 76. Donc je vous mettrai, il y aura la vraie date marquée ici. Un film qui dépeint lui aussi un petit patelin en train de mourir. Nous avons tourné Resident Evil à 4 ou 5 heures de Toronto, dans une vieille ville minière. Et c'est vraiment de Raccoon City. On a tourné en pleine quarantaine, au cœur de la pandémie, et tout était fermé. Et là il dit un peu plus tard, je crois que ça a donné vie au film. Donc le film Voyage au bout de l'enfer, alors je ne l'ai pas vu, alors je crois que le nom anglais c'est Deep Hunter, voilà, mais j'ai rien de sûr, mais je crois que c'est Deep Hunter le nom du film en anglais. 5 heures de Toronto, voilà, on savait que c'était dans ces lieux-là. Une vieille ville minière, et pour lui c'est vraiment Raccoon City, donc voilà, j'ai pas grand chose à dire d'autre dessus, une vieille ville minière à Raccoon City. On verra bien dans le film à quoi ça ressemble. Mais là, ce qu'il dit, et ce qu'il a raison, et du coup qui est très intéressant, c'est que voilà, ils étaient en pleine quarantaine, et pendant la pandémie, pendant le film, donc du coup tous les bâtiments étaient fermés, il y avait les gens qui portaient leurs masques, tutti quanti, donc du coup, c'est vrai que pour tourner un film de zombies, un film avec une épidémie, c'est le meilleur contexte. Voilà. Alors, je dis pas que le coco c'est une chose très bien, nanana, non, c'est juste pour reprendre en quelque sorte ces termes, mais que voilà, au niveau du contexte, bah du coup ça aide à donner vie au film, d'avoir tous ces bâtiments fermés, les villes qui semblent mortes. Moi je sais que quand il y avait le confinement, j'ai l'impression d'être seul au monde, hein. Je sortais pratiquement pas de chez moi, il y avait pratiquement pas de voiture qui passait dehors, c'était ultra calme, hein. Donc voilà, ce que je veux comprendre dans son sens qu'il dit, c'est que ça a aidé à donner vie au film, dans le sens que il n'y avait pas des gens qui traînaient les rues tout le temps, la ville paraissait abandonnée, pour tourner du coup dans les rues c'était beaucoup plus simple, voilà, donc voilà, ça a aidé au film, ça a aidé à donner vie au film. Désolé, je sors un peu d'une maladie. Donc je perds un peu. Mais voilà, en gros, voilà, ça a donné vie au film. C'est tout. Le magazine nous dit également qu'il y a une scène post-générique qui, là je vous laisse avancer de 10 secondes, maintenant, nous teaserait du Code Veronica. Voilà, donc c'est très intéressant si cette scène post-générique nous tease ça. Après on pouvait s'en douter un peu en voyant les bandes annonces, voilà, que ça teaserait potentiellement cette suite là. Mais bon voilà, si le magazine dit ça, parce qu'ils ont l'air d'avoir vu le film, notamment avec les spoilers qu'ils parlent dans la fin de l'interview. Voilà. Donc là nous allons passer à une autre interview qu'il a donnée.
où il parle notamment de Barry. Donc il dit que Barry était évoqué dans des versions du script, mais il n'est pas dans le film. Il n'est pas oublié, juste il attend son heure. Donc voilà, je sais que beaucoup disaient, bah, moi-même, je disais non mais il veut quand même faire un film pour les fans, mais et qui parle de Resident Evil 1, mais il oublie Barry, Donc il dit qu'ils ont pensé à mettre Barry dans le film, et que voilà, au bout d'un moment ils se sont dit, ouais non, on va le garder pour plus tard, tutti quanti. Bah, faites 0-1, puis 1-2. Voilà, ça aurait été plus simple. Voilà, donc Barry arrivera dans une potentielle future suite, on ne sait pas quand. On ne sait même pas s'il aura un lien avec les Stars, ou avec Chris, avec Jill, avec tutti quanti. Est-ce que par exemple, ils vont dire dans le film que Barry est absent, parce que je sais pas, par exemple, il a besoin d'emmener sa famille quelque part, et que du coup, bah, c'est Richard Aiken qui le remplace, potentiellement. Du coup, bah, Barry existera bien dans l'univers, mais du coup, il n'est pas envoyé au manoir, parce que du coup, bah, il est parti mettre sa famille en sécurité, ou voilà. Donc je pense, s'ils font ça, ça peut passer. Au moins ça montre que voilà, Barry il a quand même un lien avec les Stars, que voilà, il les connaîtra quand même dans le futur quand il apparaîtra, machin comme ça. Parce que j'ai vraiment peur, c'est qu'il dit voilà, que Barry soit complètement oublié, puis qu'un jour il se pointe dans le film et que potentiellement ils se disent ah bah tiens, Chris et Claire, on s'est pas vu depuis Raccoon City. Voilà, donc le fait de ne pas le mettre, ça peut ouvrir plein de problèmes dans les suites. On verra ce qu'ils vont nous faire de ça. Le prochain point, donc c'était une rumeur que là du coup il nous confirme, donc Mister X, donc le tyran T-103, mais bon il l'appelle Mister X, c'est pour ça que j'ai marqué Mister X, mais bon, pour éviter d'arracher les oreilles de ceux qui écoutent et qui sont un peu puristes, le T-103 n'est pas dans le film, mais il aura son Easter egg. Voilà, alors quel Easter egg mettre, je n'ai aucune idée. Comme je disais, moi je pense potentiellement genre un poster ou une affiche, ou potentiellement sur un porte-manteau, on verra une espèce de grosse parka avec un gros chapeau, ou voilà, dans un dossier de la police, il pourrait mettre voilà, un grand homme en grand manteau noir avec un chapeau à traque des gens. Voilà, il pourrait faire... Il y a plein de moyens de le mettre en référence, mais il sera pas à proprement parler dans le film. Un peu dommage. Parce que les tyrans sont un peu la base du virus T en quelque sorte, le virus T c'est le virus tyran, donc du coup ne pas mettre de tyran dans le film, voilà, c'était un peu l'erreur que faisait Anderson dans ses films, il avait tenté un peu dans l'extinction de nous mettre un espèce de tyran Wish, mais voilà, il passe pas son tyran Wish, et voilà, il n'y a pas de lien avec les tyrans, donc c'est pas ouf. Ensuite, il nous dit que Jill aura un gros rôle dans le film, même si ça n'a pas l'air dans les trailers. Donc ça rassure un peu parce que bah c'est vrai qu'on regarde dans les bandes annonces, on a l'impression que Jill est vraiment très secondaire, qu'elle est juste là pour faire l'as de la gâchette ou machin comme ça, mais voilà, il nous confirme qu'elle aura quand même une place assez importante. Donc voilà, wait and see, on verra bien dans le film ce qu'ils vont nous faire, ce qu'ils vont nous dire, ce que Jill va faire, mais voilà. Donc voilà, pas grand chose d'autre à dire. J'ai hâte de voir un peu plus de personnages parce que déjà quand ils la décrivent a badass woman, a little bit crazy qui aime les armes. Pas ouf. Voilà, je vais pas revenir dessus, voilà, on attendra de voir le film avant de vraiment juger, mais bon voilà, pour le moment de ce qu'ils nous ont dit sur elle, c'est pas ouf. Et son look, c'est pas ouf non plus. Là, donc c'est la jeune actrice Lauren Bill qui a dit sur Instagram qu'elle jouait Claire Redfield enfant, mais aussi Emma Kendo. Donc Emma Kendo, ça c'était officiel, voilà, j'en avais parlé dans les infos et rumeurs, voilà, qu'elle avait fait l'annonce sur comment ça s'appelle, sur Instagram, elle avait fait l'annonce sur laquelle jouait dans Resident Evil et que c'était passé, je vous en avais parlé. Mais du coup on apprend également qu'elle jouera le rôle de Claire Redfield enfant. Donc là, beaucoup de gens vont dire non mais comment elle peut jouer deux filles différentes, on va clairement voir que bah, c'est la même personne et tout. Alors la Claire enfant, c'est celle qui sera dans l'orphelinat quand on voit Lisa Trevor, notamment dans les trailers, dans le trailer Nightmare. Moi, je vous ai fait une vidéo dessus. Donc voilà, l'enfant qui est là, c'est l'actrice Lauren Bill. Mais du coup, vous allez me dire, mais du coup, Emma Kendo, elle est où? Alors Emma Kendo, c'est... Alors là, c'est pas vraiment du spoiler parce que c'est l'actrice qui l'a mis et du coup bah, ça a tourné avec les photos et tout. Emma Kendo est la fille avec le corps ouvert qu'il y a sur la table d'autopsie de William Birkin qu'on voit dans le trailer.
Donc voilà, techniquement, j'espère que vous n'allez pas compter ça comme du spoil, techniquement ça n'en est pas, parce que voilà, ça a tourné partout, elle l'a mis sur son compte Instagram, et bah du coup tous ceux qui ont relayé l'information l'ont mis aussi. La photo, voilà, le corps ouvert est celui d'Emma Kendo. Donc comment Emma Kendo s'est retrouvée dans les mains de William Birkin? C'est une très bonne question, que j'espère que le film va nous répondre avec une assez bonne logique. Parce que on a quand même le Kendo Gun Shop, le Gun Shop Kendo, donc pourquoi on aurait le Gun Shop Kendo, mais du coup sa fille serait aux mains de Birkin dans l'orphelinat, potentiellement? Est-ce que Birkin enlève des petits enfants dans la rue comme un vieux pédophile? Ça fait peur. Voilà, donc c'est à voir tout cela, encore une fois. On verra une fois le film qui sera sorti. Si vous prenez ça comme un spoiler, bah excusez-moi, techniquement, voilà, je me dis que ça a tourné vraiment partout, tout le monde en parlait. Voilà, je l'ai vu tourner sur Instagram autant que sur Twitter. En général, j'ai retweeté et voilà que Emma Kendo était le personnage avec le corps ouvert. Voilà. Plus en lien avec le film. Donc là, on a eu la liste des 14 musiques qui ont été faites par Mark Corven. Alors, je ne mets pas la liste, je ne mets pas non plus l'image qu'on a eue, parce que voilà, les musiques suivent un peu ce qui a l'air d'être le cheminement du film, avec notamment des passages qu'il y a dans le film. Donc voilà, je ne vous y mets pas parce que voilà, ça peut vraiment compter comme un spoiler. Si vous la voulez, après n'hésitez pas à me demander en commentaire, peut-être que je le mettrai en commentaire avec une bannière, alors avec marqué en gros spoiler, si j'y pense, mais voilà, si j'ai pas pensé, mettez-moi en commentaire, ou sinon si vous voulez me contacter sur Twitter ou sur Discord, voilà, je peux vous envoyer l'image avec la liste des 14 musiques, ça m'intéresse de savoir un peu ce que c'est le nom des 14 musiques. Voilà. Les musiques seront disponibles en disque par Milan Records. Alors si j'ai pas de bêtises, c'est ceux qui ont fait les disques pour les films d'Anderson. Donc les derniers, notamment Afterlife Retribution et Final Chapter. Donc voilà. Si ça vous intéresse, ce sera eux normalement qui vont faire l'album en musique. L'album en musique, je sais pas si ça se dit. Et pour terminer, il y a eu diverses nouvelles bandes annonces avec des nouvelles images. Donc voilà, j'ai pas fait de vidéo dessus parce que voilà, j'en ai fait quand même 2-3 sur les. J'en ai fait 3 sur les 3 principaux trailers. Donc voilà, faire des vidéos sur les petits teasers. Voilà, je me suis pas trouvé l'utilité. Et puis voilà, faut quand même garder des surprises. Je sais qu'il y en a qui veulent pas non plus tout savoir et que voilà, les derniers trailers, il y a potentiellement beaucoup de nouvelles images, notamment avec les lieux. Donc voilà. J'en parle pas plus, et je rajoute en dernière petite info avant de terminer cet épisode que le premier trailer a dépassé les 10 millions de vues. Voilà, c'est officiel, c'est la page Resident Evil officielle qui nous l'a partagé, voilà, 10 millions de vues pour le premier trailer, donc qui est quand même assez intéressant. Voilà, donc c'est terminé pour ce 228e épisode de Bienvenue dans ma Save Room et ce 81e épisode d'Info et Rumeurs sur Resident Evil, j'espère que ça vous aura plu. Cette semaine, comme je vous ai dit en intro, il y aura normalement l'épisode de Anshka Live, préavis de Resident Evil Welcome to Raccoon City de la Myridus. Donc l'épisode dure 4h30 parce que voilà, c'est une personne qui n'a pas de chaîne YouTube, qui a juste un petit Instagram et que voilà, il a eu besoin vraiment de parler. Voilà, je lui ai proposé parce que voilà, on en parlait beaucoup en privé, donc voilà, il s'est dit pourquoi pas. Donc on a vraiment parlé. Il a vraiment dit voilà tout ce qu'il avait à dire en préavis sur le film, tout ça, et à la fin on a fait, alors je sais pas combien de temps, mais on s'est mis à discuter un peu en tout en général. Donc contrairement aux autres, on coupait directement le live. Là on a discuté un peu plus à la fin parce que voilà, j'en ai profité que voilà, il pouvait pas donner son point de vue en général, qu'il a pas de chaîne YouTube ou truc comme ça, pour voilà discuter un peu avec lui à la fin. Bah donc si ça vous intéresse, il dure 4h30. Mais bon voilà, vous pouvez regarder un début, puis après vous couper la vidéo et puis revenir après plus tard, ou ne pas la regarder tout court, mais bon voilà. Il a un avis quand même très intéressant je trouve, et puis voilà, vu qu'il a pas l'habitude de donner son avis, en général en live ou truc comme ça, voilà, ça permet d'avoir l'avis un peu d'un inconnu, de quelqu'un qui vit un peu dans l'ombre de la commu. Voilà. Et normalement, alors là j'ai commencé à l'écrire, j'en suis vraiment un bon pourcentage d'écriture, une vidéo dossier sur Resident Evil Welcome to Raccoon City. Donc voilà, une petite vidéo pour regrouper un peu toutes les infos officielles qu'on a sur le film. Alors normalement j'espère la sortir cette semaine parce que Resident Evil j'avais sorti 3 jours avant. Et voilà, c'était un peu short comparé à ce que ça pouvait être. Donc voilà, la sortir une semaine avant, je pense que c'est pas mal. Voilà, un petit récap de tout ce qu'on sait, notamment avec les infos d'aujourd'hui. Voilà, donc ça parlera de tout ce qu'il y a, notamment ça rappellera la durée du film, le tournage quand il s'est déroulé, les acteurs et le rôle qu'ils vont jouer, des petits trucs à savoir autour du film, une espèce de petite biographie vite faite de Johannes Roberts, voilà, un petit dossier comme ça, Resident Evil Welcome to Raccoon City, pour voilà, un petit recap avant la sortie du film.
Voilà, voilà. Et potentiellement du coup un info et rumeur fin de semaine. Voilà pour le programme de cette semaine prochaine. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode qui est quand même assez long. Mais bon, je pense que c'est vraiment un des derniers où on va parler vraiment de Welcome to Raccoon City. Voilà, voilà. Donc je vous dis à une date prochaine pour une de ces prochaines vidéos. Je sais que c'est prochaine 2 fois, c'est pas grave. Et puis bah, ciao.